aujourd'hui, on voit malheureusement les gens ne sont pas dans la rue parce que, ils sont épuisés de ce massacre qui a eu lieu, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'Internet. Donc, ce que je suis en train de vous dire est biaisé par manque de connexion. Il se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Israéliens et les Américains vont nous laisser dans la main de ces bandes de sauvages? Fahimé Robiol. Fahimé, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour de m'avoir invité. Vous êtes franco-iranienne, vous avez été ingénieure nucléaire en Iran, et puis ensuite vous êtes partie de l'Iran et vous avez été arrivé en France où vous avez eu des responsabilités très importantes au sein du commissariat de l'énergie atomique, le CEA en France, et aujourd'hui vous êtes chargé de cours en leadership et en négociation dans plusieurs écoles, dont l'ENA, si je ne me trompe pas. Alors, Fahimé, je voudrais vous poser comme question pour commencer, de quelle manière le cessez-le-feu a été accueilli, d'après ce que vous pouvez entendre, sur la population iranienne? Est-ce que c'est pour eux une certaine de victoire, ou c'est peut-être un soulagement, peut-être même pour eux, que ce cessez-le-feu arrive pour la population iranienne? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Je pense que l'interprétation de ce cessez-le-feu était basée sur est-ce que les objectifs de façon décisive ont été atteints. Donc, la population regarde qu'avant, en juin, on disait que on sait que la matière nucléaire est enfouie, mais on est en train de continuer à l'observer. Le 8 avril, on a dit exactement la même chose. Donc, on peut pas dire que cette partie a été atteinte comme objectif et que la population est soulagée. Deuxièmement, on avait dit qu'on n'est plus les proxys ont été affaiblis et on a vu que Hezbollah persiste et en plus le régime iranien affaibli, on en parlera, a fait entrer les Hachd el-Shaabi de l'Irak, des Pakistanais, les Fatemiyoun de l'Afghanistan et qui sont en train de se balader dans les rues un peu partout et le régime les protège avec les mêmes armes qu'a tué les gens le 8 et le 9 janvier. Donc, vous voyez, ce qu'il voit la population, c'est que finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 jours? Néanmoins, la population est consciente que avec les frappes chirurgicales israéliennes, il y a eu plus que 50 des commandants et les décideurs des répressions qui ont été éliminés, qu'il y a des sites qu'on n'a jamais imaginé que ça pourrait exister, les sites souterrains pour fabrication et lancement des missiles. Et tout ça, ça a donné, je disais, une sorte d'effroi de dire, 47 ans, le régime, au lieu de s'occuper de sa population, a grossi comme je dirais un animal sans forme et que personne n'a rien vu. Donc finalement dans la population se dit, Netanyahou avait dit, avec tous ces frappes là, on va sécuriser la situation pour que les gens aillent à nouveau dans les rues pour reprendre le pouvoir et se débarrasser de ce régime. Et aujourd'hui, on voit malheureusement les gens ne sont pas dans la rue parce que ils sont épuisés de ce massacre qui a eu lieu. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'Internet. Donc, ce que je suis en train de vous dire est biaisé par manque de connexion. Et finalement, à leur place, il y a la population du régime dont je viens vous donner les spectres. Dire ils sont soulagés parce qu'on leur avait fait peur avec les menaces de Trump qui va tout détruire, mais néanmoins, ils se disent
Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Israéliens et les Américains vont nous laisser dans la main de ces bandes de sauvages, que maintenant il n'y a plus de structure, si vous voulez, gouvernance, une fois que Khamenei est mort, enfin éliminé avec ses 50 et plus des commandements, on est parti d'un système de gouvernance vers un système guerrier où les commandants, ceux qui restent, ils vivent cachés dans les hôpitaux ou ailleurs. Il n'y a plus une structure civile qu'on peut imaginer. Donc, les gens sont extrêmement inquiets et que, comme je disais, l'économie est une catastrophe et tous les jours, ils sont en train d'exécuter des jeunes Iraniens sous prétexte qu'ils sont espions des Israéliens ou ils sont les êtres corrompus sur la terre, donc il faut qu'ils soient exécutés à 17 ans, à 19 ans, à 21 ans. Des sportifs, enfin, ça devient insupportable et les Iraniens ont ce sentiment qu'ils ont été vraiment abandonnés. On a l'impression, d'après ce que vous racontez, que pour justement, si on imagine que on avait parlé à un moment que certains opposants prendraient les armes, qu'il y a eu peut-être des armes qui seraient venues d'autres pays pour essayer justement de faire cette opposition, cette révolution. Mais on a l'impression, d'après ce que vous nous racontez, que quand même pour se soulever, il faut non seulement des armes, il faut des forces, mais aussi il faut une volonté. On a l'impression que cette volonté n'existe plus chez les opposants iraniens aujourd'hui. Alors, quand vous dites opposants iraniens, il faut penser que dans les 90 millions iraniens, il y a 90% qui sont contre le régime. Donc, on peut dire que le régime est en train de gouverner une opposition extrêmement importante, indépendamment de diaspora, j'entends. Mais comment voulez-vous, d'abord dans la conférence de presse de président Trump, il a dit on a envoyé des armes, mais que ces armes-là n'ont pas arrivé, on leur a donné aux Kurdes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ahurissant. Comment on a géré cette affaire-là pour que ça n'arrive pas aux personnes qui voudront prendre l'arme. Deuxièmement, quand vous avez vu le massacre et les armes utilisées, les armes de la guerre, comment vous voulez qu'une personne lambda, parce que les Iraniens ne sont pas des Américains qui avaient l'habitude de manipuler des armes, comment voulez-vous, avec un arme léger, les Iraniens aillent dans la rue et puis de s'opposer à un régime que je viens de vous dire, quand vous regardez les images, quand vous voyez les Hashd el-Shaabi qui sont arrivés avec des pick-up dans les rues en Iran, les pick-up ont des mitraillettes et tout ça qui peuvent anéantir dans une seconde le pauvre personne qui est armée. Vous comprenez? Et puis pour être armé, il faut savoir l'utiliser. Ouais. Pour être armé, il faut être organisé. Donc toutes ces choses-là n'ont pas été faites. Donc les gens ont écouté ce qu'on leur a dit. On va sécuriser les villes en sorte que quand vous sortez, vous n'allez pas vous faire tuer. Et de là, de dire, pourquoi les gens prendront pas l'arme, vous voyez, c'est deux narratifs totalement différents. Alors, vous avez écrit un livre sur les femmes en Iran, Femmes, Vie, Liberté, parlons-en, aux éditions Eddy Livre. Alors, est-ce que peut-être justement cette liberté, ce renversement de régime pourrait peut-être venir justement de la part des femmes? Vous avez parfaitement raison. Il faut dire que la première opposition à ce régime a eu lieu le 8 mars 1979, c'est-à-dire 2 ou 3 semaines après l'arrivée la révolution 1979 en Iran. Et les femmes, parce que Khomeini a fait un fatwa que les femmes devraient aller en tchador au travail. Donc l'opposition des femmes et leur effort pour contrer ce régime n'a pas commencé à la révolution Femmes, Vie, Liberté, mais bien avant
Iran. Et les femmes sont celles qui ont qui ont payé le prix le plus fort tout au long de ces 47 ans. Et dans la révolution Femmes, Vie, Liberté, c'est les femmes qui étaient les leaders, et avec un événement qui historiquement est inédit, avec les hommes qui étaient derrière eux. Ce qui est totalement inédit dans nos sociétés, un peu partout, notamment dans les sociétés des musulmans. Vous voyez. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les 2 jours où il y a eu le massacre, quand vous écoutiez les slogans, vous entendez davantage les femmes qui faisaient des slogans. Je dis pas que les hommes n'étaient pas là, puisqu'ils étaient en famille dans 120 villes pour faire une manifestation pacifique. Mais en effet, on entendait. Et c'est les femmes qui ont convaincu que ce régime n'a plus de lieu de l'être, qu'il faut qu'il parte, parce que justement, ça, un des piliers de son existence, c'est la répression en ce qui concerne les conditions des femmes, qui étaient présentées par le hijab obligatoire. Et je vous dis hier, toujours dans le sens de propagande, vous avez une vidéo où il y a une très jeune femme dans la rue qui est en train d'être mariée avec un soldat, mais un mariage temporaire d'1 mois. Ce ne peut qu'être considéré comme une prostitution. Une femme qui se marie dans la rue pour 1 mois, ça veut dire qu'on est en train de mettre les femmes de Hajj el-Shabi, les femmes des Fatimiyoun, etc., à la disposition de ces guerriers pour pouvoir justement les satisfaire sexuellement, pour qu'ils puissent continuer à réprimer, parce que Hajj el-Shabi ne fait pas la guerre contre l'Israël ni américain. Ils sont pas au pouvoir là, mais ils sont là pour réprimer, tuer éventuellement, et anéantir tout ce qui peut paraître comme une résistance. Donc vous voyez, la situation en Iran est extrêmement complexe et catastrophique. Une délivrance qui viendra peut-être, en tout cas, en partie grâce aux femmes iraniennes. En tout cas, Fahimeh Robiol, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Kalita. Bonne journée à vous.